Ainsi encore, Alfred Russel Wallace parle de pur darwinisme pour évoquer sa vision de la sélection naturelle, par voie aussi dénommée wallacéisme plutôt que simplement de darwinisme. Source: Alfred Russel Wallace, Darwinism, an exposition of the theory of natural selection, with some of its application. Archive Macmillan and Company, 1889. Autre source: John L. Brown, The Oxford Companion to the History of Modern Science, OUP, USA, 2003, page 203, ISBN 978-019 511 2290. Toutefois, les idées de Darwin sont vite acceptées un peu partout en Europe, à l'exception notable de la France, où elles se heurtent à de nombreux géologues et paléontologues français soutenant déjà les théories antitransformistes, Cuvier, anti-uniformitarisme ou anti-gradualisme, face aux partisans de la théorie évolutionniste de Lamarck. Source: Trésor de la langue française informatisé, partie étymologie, darwinisme. Thomas Henry Huxley. Huxley fut en effet rapidement convaincu par la théorie de l'évolution. Il publia en 1863 Evidence as to Man's Place in Nature, la place de l'homme dans la nature, dans lequel il développa la thèse que les singes anthropoïdes sont les proches parents de l'homme, ce qui lui valut des critiques de la part des non-évolutionnistes. Thomas Huxley fut le fondateur d'une grande famille d'académiciens britanniques, notamment son petit-fils Aldous Huxley, écrivain Sir Julian Huxley, premier directeur général de l'UNESCO et fondateur du World Wildlife Fund, et Sir Andrew Huxley, physiologiste et lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine. Anthropologie. L'anthropologie est une science située à l'articulation entre les différentes sciences humaines et naturelles, qui étudie l'être humain et les groupes humains sous tous leurs aspects, à la fois physiques, anatomiques, biologiques, morphologiques, physiologiques, évolutifs, etc., et culturels, social, religieux, linguistiques, psychologiques, géographiques, etc. Chapitre le plus vaste de l'histoire naturelle, l'anthropologie constitue une monographie sur le genre Homo qui décrit et analyse les faits anthropologiques, c'est-à-dire caractéristiques de l'hominisation et de l'humanité. C'est entre 1850 et 1890 que l'anthropologie s'est institutionnalisée en France autour de Paul Broca. La Société d'anthropologie de Paris, créée en 1859, fut la première d'une longue série d'institutions qui ont vu le jour dans toute l'Europe, aux États-Unis, au Japon, en Amérique du Sud ou encore en Inde britannique. En France, 3 lieux d'enseignement et de recherche ont acquis une renommée internationale. Le Muséum national d'histoire naturelle disposait d'une chaire d'anthropologie et rassemblait d'importantes collections anatomiques consacrées aux populations du monde entier. École d'anthropologie de Paris, créée en 1876 par Broca, qui avait un statut d'établissement libre d'enseignement supérieur et était subventionné par le ministère de l'Instruction publique. Et le laboratoire d'anthropologie qui, créé en 1867 et rattaché dès l'année d'après à l'école pratique des hautes études, était considéré comme le temple de la craniométrie. L'anthropologie connut une reconnaissance officielle de le Second Empire malgré la forte présence parmi ses membres de républicains anticléricaux et s'intégra rapidement au réseau de la Troisième République. Parmi ses principaux initiateurs, souvent républicains, libres penseurs et francs-maçons, certains menèrent une carrière politique en tant que maires, députés ou sénateurs. Les républicains trouvèrent dans cette science qui défendait les théories transformistes et la libre pensée une alliée dans leur combat contre les catholiques. L'anthropométrie constituait le fondement de ces nouvelles sciences initiées par Paul Broca et ses successeurs. Le monde colonial était un terrain privilégié pour mettre en pratique les principes de l'anthropologie. De nombreuses mensurations étaient effectuées par des administrateurs ou des médecins coloniaux sur les populations colonisées. Dans l'entre-deux-guerres, l'étude des groupes sanguins vint compléter les mesures anthropométriques. Les anthropologues véhiculaient une vision du monde hiérarchisée et inégalitaire qui concevait la race blanche comme supérieure aux races jaunes et noires. La théorie du chaînon manquant constitua d'ailleurs l'un des fondements de la raciologie de la fin du XIXe siècle, afin de conforter scientifiquement leur position évolutionniste. Les anthropologues tentèrent à grand effort de mensuration de squelettes et de corps
de prouver que les populations noires constituaient une étape intermédiaire entre l'homme blanc et les anthropoïdes, singes de grande taille qui ressemblent à l'homme. Dès le début du XXe siècle, anthropologie et eugénisme furent étroitement liés. Léonce Manouvrier, Georges Hervé et Georges Papillot, tous trois impliqués dans des institutions anthropologiques, prirent ainsi part à la création de la Société française d'eugénique en janvier 1913, dont la présidence fut confiée au naturaliste Edmond Perrier, directeur du muséum et membre de l'Institut. En 1926, la société fusionna avec le service d'eugénique de la section française de l'Institut international d'anthropologie et la revue anthropologique Revue de l'école et de l'Institut et ouvrit largement ses colonnes aux campagnes eugénistes. Il y a donc bien eu un eugénisme à la française qui s'inséra dans la tradition républicaine, et si les moyens préconisés furent moins violents que ceux de l'eugénisme anglo-saxon, l'objectif de perfectionner l'espèce humaine fut bien le même. Les eugénistes français se déclaraient en effet partisans d'une eugénique positive qu'ils opposaient à l'eugénique négative anglo-saxonne. La première entendant favoriser la reproduction des meilleurs, et la seconde visant à empêcher la reproduction des supputés inadaptés sociaux. Georges Montandon est un collaborationniste et violent antisémite de l'anthropologie. Montandon, issu d'une riche famille française installée en Suisse, suivit des études de médecine en Suisse avant d'abandonner la carrière médicale pour devenir professeur à l'école d'anthropologie de Paris, bien inséré dans la communauté d'anthropologique dont il partageait les analyses. Il devint en 1938 très antisémite et décida de mettre son expertise raciale au service de la politique collaborationniste. En 1941, il intégra le commissariat général aux questions juives au sein duquel il délivrait des certificats d'appartenance ou de non-appartenance à la race juive après un examen anthropologique des sujets. Il procédait à une description des caractères physiques ainsi qu'à des mensurations notamment de l'indice céphalique, permettant d'identifier la personne comme dolicocéphale ou brachycéphale. En 1943, il se vit confier à la direction du tout nouvel Institut d'études des questions juives ethno-raciales où il assurait un séminaire d'ethno-raciologie judaïque, de génétique et d'eugénique. Science qui se voulait libérale et progressiste, l'anthropologie raciale perpétua pourtant une vision inégalitaire des races de couleur. Elle véhicula des représentations hiérarchisantes jusqu'aux années 1930 et partagea les préoccupations eugénistes très en vogue à cette époque. Eugénisme. L'eugénisme correspond au projet d'améliorer l'espèce humaine de génération en génération par la procréation dirigée et la sélection des êtres humains. Nous allons voir un extrait de l'ouvrage d'Ernst Haeckel, 1834 à 1919, prophète du darwinisme dans l'Allemagne de la seconde moitié du XIXe siècle, intitulé Die Lebenswunder, les merveilles de la vie, datant de 1900. Source. E. Die Lebenswunder, gemeinverstandliche Studien über Biologie, Philosophie, Stuttgart, Kroner, 1904. Le chapitre 5 est consacré à la mort, de la mort des cellules à celle des organismes supérieurs et des individus humains. Haeckel aborde la problématique de la libération du mal avec une paraphrase de Pater Noster et une citation providentielle de Luther. Par cette prière, nous demandons que Dieu nous libère de tout le mal de notre corps et de notre âme, et que lorsque notre dernière heure sera venue, il nous accorde la grâce d'une bonne mort. Source. E. Haeckel, Les merveilles de la vie, étude de la philosophie biologique, Schleicher, Paris, page 102. Haeckel s'interroge sur l'euthanasie car un grand nombre de malades n'attendent que la mort pour la fin de leur souffrance. Il poursuit. On peut dès lors se demander si nous ne sommes pas autorisés à répondre à leurs désirs et à mettre fin aux maux qu'ils endurent par une mort sans douleur. Cette question est d'une très grande importance tant au point de vue philosophique qu'au point de vue de la médecine et du droit. Source. E. op.cite. Page 102. On arrive au passage où il est question du sort des aliénés dont les asiles regorgent. Haeckel le souligne, ainsi que de l'ensemble des malades inguérissables dont les souffrances pourraient être abrégées.
Il faut aussi considérer comme un dogme traditionnel cette croyance si répandue que l'homme doit en toutes circonstances conserver et prolonger la vie, même lorsqu'elle est tout à fait sans valeur, qu'elle n'est pour le malade désespéré qu'une source de souffrance et pour ses proches une cause de chagrin. Des centaines de malades inguérissables, des aliénés, des lépreux, des cancéreux sont conservés artificiellement en vie, leurs souffrances sont prolongées sans aucune utilité pour eux ni pour la société. La statistique des maisons de santé à cet égard est terriblement instructive. En Prusse, on soignait en 1890 51 048 aliénés, dont plus de 6 000 à Berlin. Plus de dixièmes étaient parfaitement inguérissables, 4 000 étaient des paralytiques généraux. Actuellement, le nombre des aliénés est en moyenne dans les pays civilisés de 5 à 6 pour 1000. Si on admet pour l'Europe 390 à 400 millions d'habitants, il y a parmi eux au moins 2 millions d'aliénés et parmi ceux-ci 200 000 qui sont totalement inguérissables. Quelle somme effroyable de douleur représentent ces chiffres pour les malades eux-mêmes, que de chagrin et de soucis pour leurs familles, que de pertes pour les particuliers et de dépenses pour l'État. Combien ces souffrances et ces dépenses pourraient être diminuées si on se décidait enfin à délivrer du fardeau de leur vie les inguérissables. Naturellement, cet acte de compassion ne devrait pas être soumis à la volonté exclusive d'un médecin, mais devrait être décidé par une commission de médecins compétents et consciencieux. De même, dans d'autres maladies incurables, le cancer par exemple, la libération du mal ne devrait avoir lieu que sur le désir exprès du malade et par une commission assermentée. Source E. Eckel, page 105 et SKK. Le récit de Haeckel est caractérisé par une progression allant de la réhabilitation du suicide, mort volontaire, délivrance, autolyse, à l'euthanasie, libération du mal par consentement, et l'élimination des malades mentaux sur la base d'un critère d'utilité sociale, à savoir le versant de l'utilitarisme qui fait référence à une politique d'État. Source E. Haeckel, page 100, SKK. La conclusion porte sur l'eugénisme avec un paragraphe spécial consacré à la sélection spartiate et à ses avantages pour l'amélioration de la race. Les anciens Spartiates devaient leur force physique et leur énergie intellectuelle à l'ancienne coutume de tuer les enfants faibles et contrefaits. Quel avantage l'humanité a-t-elle à conserver la vie et à élever des milliers d'infirmes, de sourds-muets et de crétins? N'est-il pas plus rationnel de trancher dès le début le mal qui les atteint, eux et leurs familles? Source. Voir aussi à propos des droits. Loi et droits se transmettent comme une éternelle maladie. Ibid, page 106. Rome, Athènes et Sparte ont pratiqué les premières formes de sélection phénotypique. En Sparte, les nouveau-nés étaient inspectés par les anciens de la ville qui décidaient le destin de l'enfant. S'il était considéré qu'un enfant ne s'adapte pas, il était généralement exposé à l'Apothéta, près du mont Taygetus, plus tard que 102 avant Jésus-Christ. Adolf Hitler a estimé que Sparte a été le premier état de Volkisch et l'a félicité pour sa politique sélective d'infanticide, bien que les nazis estimaient que les enfants avaient été tués et non exposés. Haeckel, 1876. On trouve la même conception de pratiques eugénistes pour une cité idéale au livre 5 de la République de Platon à propos de la caste des gardiens. Il faut, selon nos principes, rendre les rapports très fréquents entre les hommes et les femmes d'élite et très rares au contraire entre les sujets inférieurs de l'un et l'autre sexe. Dans cette vision seule, une certaine élite peut se procréer et rester hétérosexuelle. Les inférieurs, eux, doivent être incités à pratiquer l'homosexualité. Revenons au darwinisme en Allemagne. Le biologiste Ernst Krauss, pharmacien d'origine, qui publiait sous le pseudonyme de Carus Stern, Werden und Wehen, Devenir est passé en 1876, 6 éditions en 1906, et qui est surtout l'éditeur de la revue Cosmos dès 1877-1878 pour une Weltanschauung unifiée sur la base de la doctrine de l'évolution. Y collaborent Darwin lui-même, Spencer et Haeckel. La divulgation du darwinisme est un phénomène culturel très vaste qui dépasse l'horizon scientifique. Haeckel, admirateur de Goethe et inventeur du mot écologie. Source
Generelle Morphologie der Organismen, volume 2, Berlin, 1866, Pessner, page 286, était devenu le maître incontesté d'une nouvelle philosophie. Source E. Histoire de la création, page 547, sur le défaut de culture philosophique des naturalistes et la nécessité de dépasser ce regrettable antagonisme entre les sciences naturelles et la philosophie. Haeckel visait une nouvelle synthèse à partir de la théorie de l'évolution. Il était aussi connu comme le pape du darwinisme, ou plutôt d'une Weltanschauung, d'une conception du monde sous le nom de monisme. Haeckel débute son activité de propagandiste en 1863 par une conférence sur la doctrine de l'évolution de Darwin, où il étend le domaine d'application de la théorie avec la notion de lutte pour l'existence à l'ensemble de la société humaine. Source Über die Entwicklung Darwins. Darwin avait publié son traité de l'origine des espèces en 1859. Le progrès y figure comme une loi naturelle et incontournable qui triomphe de la tyrannie et de la prêtrise. Source Haeckel publie 3 ans plus tard La morphologie générale, note 22, son premier ouvrage darwiniste. Dans son Histoire naturelle de la création, Haeckel propose déjà un modèle de religion substitutive, une religion naturelle moniste, qui serait la seule vraie religion de l'avenir. Source E. Haeckel, Natürliche Schöpfung, Geschichte, 1868 à 1879, Berlin, page 680, Théorie de la création, op.6. Page 562. Par opposition au dualisme religieux, croyance en l'au-delà, on a un Dieu personnel et transcendant, l'immortalité de l'âme. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.